D'abord, peut-être en introduction et au vu du débat tel qu'il se construit dans l'Assemblée cet après-midi, je crois que on est dans un débat qui est au cœur du débat de société, de ce qui traverse aujourd'hui notre société. Et j'entends le débat, ce qui a pu être dit par M. Boudié sur la question de l'Europe, mais on fait comme si les directives européennes, les lois ne pouvaient pas être changées. Voilà. Et on voit bien qu'effectivement, sur la question de la concurrence, on est au cœur d'un débat de société et la crise énergétique que nous venons de traverser montre toute la pertinence et toute l'efficacité de l'ouverture à la concurrence à l'échelle européenne. Je vous remercie tous pour cette belle et grande démonstration d'efficacité d'ouverture à la concurrence. Donc j'entends aussi les exemples qui ont pu être donnés d'ouverture à la concurrence. Vous avez raison, Monsieur Boudié, de citer les Pays-Bas. J'ai rencontré des usagers du train des Pays-Bas il n'y a pas longtemps qui nous ont dit surtout ne faites pas ça. Bon, j'entends. J'entends aussi que pendant 3-4 ans, on nous a donné l'Allemagne comme exemple à suivre. Il semblerait qu'en creusant le dossier, on ait trouvé des choses au fur et à mesure. Donc maintenant, c'est plus l'Allemagne qu'il faut prendre en exemple, c'est l'Espagne. Bon, on travaillera sur le dossier espagnol et on verra comment ça se passe en Espagne. Il n'y a pas de problème. La réalité aujourd'hui, c'est que dans notre région, 60% des personnes qui ont été interrogées par un institut de sondage plutôt sérieux sont contre l'ouverture à la concurrence. L'ensemble des organisations syndicales de la SNCF sont contre l'ouverture à la concurrence. Des communes comme Bègles, Tarnos, je ne veux pas toutes les citer, des départements, la Gironde, le département de la Corrèze, sont contre l'ouverture à la concurrence. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui est contre cette ouverture à la concurrence, bien évidemment contre les directives européennes, contre la loi de 2019, mais aussi contre la décision que nous allons prendre peut-être cet après-midi. Et je crois qu'il faut que tout le monde entende ce qui se passe dans la société et la perception que les citoyens ont des décisions qu'on peut prendre parce qu'elles ont des conséquences dans leur réalité. Au-delà même du débat sur l'ouverture à la concurrence, vous connaissez le positionnement de notre groupe, on s'est beaucoup exprimé sur ça. Je voudrais revenir aussi sur le contenu même de la Convention. Tout d'abord, la Convention annonce une volonté d'augmenter l'offre. On peut dire 5%, on peut dire 8%. La volonté est là et d'atteindre les 120 000 voyageurs. Moi, pour notre groupe, c'est vraiment un objectif qu'on partage et qui paraît en adéquation avec la transition écologique, même si on souhaiterait que nous ayons les moyens pour aller encore plus loin. Mais malheureusement, elles n'y sont pas. Avec les moyens donnés, nous trouvons que c'est un objectif qui est ambitieux. Mais dans le même temps, il est proposé de baisser de 7% la dotation pour la Convention. En clair, nous allons faire plus avec moins. Nous allons avoir, comme il l'est dit dans la présentation, une convention avec une trajectoire maîtrisée. Derrière ces chiffres et ces formules se cache une réalité, celle de la destruction aussi d'emplois chez les cheminots. Dans les faits, lors de la précédente convention, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire en commission, la baisse annoncée de dotation s'est traduite par la suppression de 600 emplois sur le périmètre TER Nouvelle-Aquitaine. Cela explique pour partie les fermetures de guichets dans nombre de gares, mais aussi la suppression de contrôleurs dans de nombreux trains. En continuant dans cette trajectoire, nous allons en fait dégrader le service en direction des usagers et les conditions de travail des salariés. Cette logique qui vise à tout prix à augmenter la productivité n'est pas sans conséquence sur le service.
En visant cela, nous risquons d'aller vers de graves déconvenues. Par exemple, nous pouvons imaginer que la maintenance des trains pourrait se dégrader car mise sous la pression de la productivité, on risque alors de multiplier les pannes parce qu'on ne serait pas allé au bout du travail. Ce cocktail-là, c'est celui que nous sommes en train de vivre à l'hôpital et qui entraîne les difficultés de recrutement. C'est la même chose dans l'éducation nationale. C'est déjà, d'ailleurs, ce qui s'annonce dans le ferroviaire. Quand on veut faire du service public, il faut y mettre les moyens. Nous partageons, Monsieur le Président, le fait que le gouvernement et le législateur nous ne laissent que peu de marge de manœuvre en la matière et qui contribue pour beaucoup aux difficultés financières que nous avons. Nous partageons, comme ça a été évoqué par le vice-président, le besoin d'un versement mobilité spécifique pour les régions pour financer notre service public, comme le besoin d'investissement massif dans nos infrastructures ferroviaires. D'ailleurs, les 8 milliards de M. Bonne font bien pas le figure au vu des immenses besoins qui se font jour. Chaque euro mis dans le ferroviaire, que ce soit dans l'investissement ou le fonctionnement, est un euro utile à la transition écologique. D'où notre incompréhension, je vous le dis, à vouloir faire des économies sur notre convention. Nous pensons au contraire que dans les limites financières qui sont les nôtres, nous devons mettre plus dans notre service public pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens. Et je le dis en faisant et en mesurant mes propos, les événements dramatiques de ces derniers mois, que ce soit en Grèce ou en Inde, appellent à réinterroger l'ensemble des politiques ferroviaires mises en place, dictées par les certitudes comptables. On ne peut pas faire du ferroviaire en abaissant la présence humaine. La question n'est donc pas de compter les centimes au fond du porte-monnaie, mais bien de se donner les moyens en lien avec les ambitions annoncées. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, et comme vous le savez, notre groupe votera contre